Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. C'est le grand retour du Ford Escape PHEV. Le circuit électrique fête son 9e anniversaire. Volkswagen nous fait tout un poisson d'avril. Lion Électrique annonce une commande de 100 véhicules électriques. Joe Biden ouvre les cordons de la bourse pour les infrastructures liées aux véhicules électriques. Chronique Rouler Vert avec Stéphane Levert, on parle des véhicules commerciaux électriques. Chronique Innovée avec Philippe Calvé, on traite des voitures autonomes. Connaître son auto en 60 secondes top chrono, peut-on se charger sur une borne de 120 volts? Et en grande entrevue, Louise Lévesque et Marie-Ève Michel nous parlent du service Je m'aborne. Tout ça et bien plus encore dans le 101e épisode du balado Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Et oui, épisode 101, je vous rappelle qu'on a passé par-dessus le 100, on a passé de 99 à 101. Parce qu'on veut faire un événement spécial pour la 100e devant public avec des tirages, des invités spéciaux, mais les conditions sanitaires actuelles nous empêchent de le faire. Donc, afin de ne pas se faire voler cet événement spécial pour la 100e, on a décidé de mettre la 100e de côté et de la ressortir un peu plus tard quand les conditions le permettront. D'ici là, on a passé de 99 à 101, puis la 100e, on la fera plus tard. Il n'y a rien qui nous arrête. Le podcast, c'est flexible. Vous en avez la plus belle démonstration. Dans un autre ordre d'idées, je vous rappelle que si vous voulez nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast, donc si vous voulez coter et mettre 5 étoiles et nous laisser un petit commentaire sur le podcast pour témoigner de votre appréciation, on vous a facilité la vie, là, ceux qui ont un appareil mobile, vous tapez tout simplement merci.silenceonroule.com. Merci.silenceonroule.com. Ça va directement vous amener à l'endroit où vous pouvez laisser vos commentaires sur le podcast. Sinon, vous pouvez le faire en tout temps à martin@silenceonroule.com. Gênez-vous pas pour me donner des suggestions ou des trucs que vous aimeriez qu'on traite dans le podcast. On est là pour répondre à vos questions. Justement, dans cette même veine, on aura dans quelques épisodes un épisode où on va rencontrer un ou des concessionnaires automobiles à qui on va poser un paquet de questions et j'aimerais que vous puissiez dès maintenant m'envoyer les questions que vous avez toujours voulu poser à un concessionnaire automobile, évidemment en lien avec les voitures électriques. Si votre question touche les changements d'huile, on ne sera pas à la bonne place. Donc, si vous avez une question à poser à un concessionnaire, à un vendeur de véhicules électriques, écrivez-moi martin@silenceonroule.com. Je vais colliger toutes vos questions et on va essayer de faire le tour de tout ça dans un épisode à venir dans les prochains mois. Donc maintenant, cette semaine, un épisode encore une fois bien meublé, je dirais. On va parler, entre autres, du service Je m'aborne qui vous permet là, d'avoir l'esprit en paix lorsque vous faites l'acquisition d'un véhicule électrique et que vous voulez être certain de ne pas avoir à composer avec des problématiques avec soit votre borne de recharge à la maison ou des bornes de recharge sur la route lors de vos déplacements. On va vous donner tous les détails. Mais sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde des voitures électriques. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge
et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Le Ford Escape hybride devrait à nouveau être disponible sur le marché en 2021. Ce fut un long processus. L'Escape PHEV devait initialement être remis sur le marché en 2020. On avait même évoqué un prix d'achat en décembre 2019. Par la suite, l'EPA avait évalué son autonomie à 60 km en mode électrique, plus une consommation de 5,7 litres au 100 km en mode hybride. Cela en fait un véhicule compétitif à ce jour par rapport au Toyota RAV4 Prime avec sa consommation ou son autonomie de 67 km et sa cote de 6,1 litres au 100 km. Le seul autre rival comparable sur le marché serait le Hyundai Tucson hybride rechargeable 2022, arrivé plus tard sur le marché cette année et récemment évalué à 51 km sur une charge et à seulement 7,8 litres au 100 km en mode hybride. Le circuit électrique fête son 9e anniversaire. Il s'agit, vous le savez, du plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Le circuit électrique est le premier réseau responsable de la recharge des véhicules électriques au Canada. Il offre la recharge 240 volts et 400 volts. Les bornes sont installées dans les stationnements de ses nombreux partenaires partout au Québec et dans l'Est de l'Ontario. Depuis son inauguration, le 30 mai 2012, le circuit électrique n'a cessé de prendre de l'expansion dans plusieurs régions du Québec. Et cette expansion se poursuit dans les nouvelles zones urbaines. Le déploiement tient compte du rythme de répartition géographique de vente des véhicules électriques, des besoins des utilisateurs et des stratégies commerciales des partenaires. Une grande partie des besoins de recharge des propriétaires de véhicules électriques est comblée à la maison et au lieu de travail. Mais nous avons tout de même besoin d'une infrastructure de recharge publique qui permet aux automobilistes de rouler en toute tranquillité d'esprit. Volkswagen a suscité l'incrédulité le 1er avril en affirmant vouloir officiellement changer son nom de Volkswagen vers Volts, avec un T, comme dans Volt, Volkswagen, aux États-Unis pour en symboliser son virage vers l'électrique. Tout a été fait pour donner à cette annonce un caractère officiel, incluant un communiqué de presse sur son site américain et le changement de nom sur le compte Twitter. Un porte-parole aux États-Unis interrogé par l'AFP avait même confirmé mardi le contenu du communiqué. Cependant, ce n'était qu'une mascarade en lien avec une campagne de marketing entourant la commercialisation prochaine du prochain et nouveau ID4. Lion Électrique, le manufacturier fort connu du Québec de véhicules urbains à poids moyen et lourd entièrement électriques, a annoncé que la société a reçu un bon de commande de la Pride Group Enterprise pour l'acquisition de 100 camions Lion 6 et Lion 8 entièrement électriques. Cette commande représente la plus importante commande de camions zéro émission de Lion à ce jour. Pride intégrera les camions 100% électriques dans ses opérations existantes de logistique, d'entretien complet, de crédit bail et de location de vente au détail et d'équipements aux États-Unis et au Canada. Cette commande de Pride constitue non seulement une étape significative dans la croissance de Lion, mais aussi un tournant dans l'adoption et le déploiement de véhicules électriques lourds. Le président américain Joe Biden a dévoilé la semaine dernière un plan d'infrastructure détaillé impliquant un financement substantiel pour le développement d'un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques, un montant plus élevé que pour l'entretien des routes et des ponts. Cette décision suscite déjà la controverse, a rapporté lundi le Wall Street Journal. L'investissement de 218 milliards de dollars canadiens de Biden pour développer le marché des véhicules électriques a pour objectif de stimuler l'adoption des véhicules électriques, incluant la chaîne d'approvisionnement et le réoutillage des usines, le rabais, des points de vente et des incitatifs fiscaux, sans oublier le financement de 500 000 bornes de recharge. Roulez vert avec Stéphane Levert.
Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Pour ma chronique d'aujourd'hui, ce que j'ai décidé de vous parler, c'est ce qu'on croise beaucoup sur la route, mais qui est actuellement très peu électrifié. Je parle des camions commerciaux électriques. Donc tout ce qui est véhicule de travail, véhicule commercial, livraison, etc. Donc actuellement au Québec, quand on parle de camions commerciaux électriques, on pense rapidement à Lion Électrique, évidemment, qui fait des camions lourds de livraison qu'on commence à voir apparaître, qui commencent à être commercialisés par Lion. Mais entre ce qu'on conduit, nous, comme véhicule passager de promenade et ce que Lion produit comme véhicule électrique, actuellement, il y a rien entre les deux. Donc, évidemment, là, on attend beaucoup les pick-up, les camionnettes légères là, qui s'en viennent bientôt cette année et l'année prochaine. Là, on parle de Cybertruck, de Rivian, de GMC qui va faire autant le Hummer EV que le Silverado, de Ford avec le F-150 qui s'en vient avec sa version électrique. Donc, évidemment, des produits comme ça, les gens qui doivent utiliser leur camionnette, soit pour évidemment charger dans la boîte ou tout simplement tracter une remorque fermée pour entreposer leurs outils, ces choses-là. Évidemment, ce genre de produit-là va être disponible pour eux, puis ça va pouvoir répondre à leurs besoins. Mais on part de là, et puis on vient voir ce qu'il y a là, au top de la hiérarchie que Lion, Tesla, Semi va pouvoir offrir comme produit, et d'autres startups qui vont produire des véhicules tracteurs équivalents. Il y a comme un gap là, qui va s'installer entre ces deux gammes de produits-là. Donc, la première compagnie que je veux souligner, c'est Ecotune. On en a déjà parlé au podcast. Donc, pour rappel, là, c'est une compagnie qui se spécialise dans la conversion de camions électriques là, de type, mettons, si on regarde là, leur produit phare, c'est le Ford F-150. Donc, autant des pick-up que, mettons, des camions cargo là, de type F-150. Donc, il y a IGA qui a déjà fait affaire avec eux pour convertir des camions de livraison d'épicerie, Aéroport de Montréal, Vidéotron, entre autres, qui ont déjà fait affaire avec eux, donc qui ont déjà des ententes pour des véhicules convertis. Donc, on a pris des pick-up existants qui étaient plus sous garantie. Donc, au lieu de racheter tout simplement un nouveau camion qui fonctionne à l'essence, on prend le camion existant, on y rajoute un moteur et des batteries, et puis ça fait un véhicule qui est encore bon pour multiples années, qui fonctionne maintenant à l'électricité. Donc, Ecotune offre une capacité de 43 ou 86 kWh, allant d'une autonomie de 150 à 225 km selon le site de Ecotune. Donc, si on veut passer au step supérieur, si on veut avoir de quoi d'un petit peu plus costaud qu'une camionnette F-150 convertie, il y a deux entreprises que j'ai trouvées sur Internet qui sont basées aux États-Unis, qui font le même type de conversion, mais sur des véhicules un petit peu plus gros. Donc, tout ce qui est la plateforme E450 là, ou des Ford Van passagers ou transit, j'ai trouvé la première compagnie, c'est Lightning eMotors. Donc, eux, ils peuvent aller jusqu'à convertir justement, comme je disais, une plateforme E450 qu'on connaît bien ici, là, mettons que comme étant des cubes. Là, donc, quand on vous passez un cube, là, sans nécessairement être un gros camion de déménagement ou quoi que ce soit, ou de livraison de meubles, par exemple. Donc, le 450, c'est vraiment une plateforme qu'on utilise beaucoup ici là, au Québec là, avec sa plateforme, évidemment, avec leur moteur à essence. Donc, cette compagnie-là est basée au Colorado. Donc là, évidemment, on est au Québec. Si on veut faire affaire avec cette compagnie-là, la distance là, peut être un enjeu. La deuxième compagnie, Motive Power Systems, eux autres sont basés en Californie. On se rapproche pas trop. Mais c'est le même genre de conversion que Lightning. Et donc, eux, on en a entendu parler parce que dernièrement, Purolator a annoncé qui ont fait une entente avec Motive Power Systems pour convertir une certaine partie de leur flotte qu'ils utilisent actuellement à Vancouver. Donc, eux autres, c'est le même genre de plateforme, dont un E450 qu'on convertit en véhicule de courrier. Donc, les spécifications là, pour ce type de camion-là, Motive annonce, mettons, une capacité de 127 kWh. Et pour vous donner une idée, là, il estime le range à 105 000 ou 170
kilomètres. Donc, pour tout ce qui est du local, du last mile qu'on appelle dans le transport de courrier ou de colis, c'est pour vraiment faire la dernier du dernier centre de tri là, à la maison ou pour faire de la livraison, mettons, locale, là, quand on parle, mettons, soit d'un restaurant, d'une épicerie ou quoi que ce soit là, qui est de proximité. Donc, si on vient au Canada, ce qui a été annoncé là, concrètement, il y a deux manufacturiers qui ont annoncé vraiment des produits spécifiques à des flottes commerciales ou de livraison. Donc, il y a Ford qui a annoncé que le e-Transit, qui a été annoncé qu'il allait arriver fin 2021 comme un modèle 2022. Donc, on parle d'un véhicule qui va embarquer, mettons, 67 kWh de batterie qui annonce une autonomie estimée à 200 km pour la version avec le toit bas, donc la version la plus compacte. Donc, évidemment, ce qui s'adresse comme marché, c'est on parle d'un transport urbain de marchandises, encore là du last mile, comme qu'on parlait tantôt, mais aussi une certaine partie de nos corps de métier de construction. Donc, il y a une option que Ford va vouloir offrir, qui est quand même assez intéressante, c'est l'option de Pro Power On Board. Donc, c'est comme une espèce de génératrice embarquée, donc évidemment qui va prendre la puissance de la batterie, qui va pouvoir délivrer un 2,4 kW de puissance pour alimenter des appareils électriques comme des outils. Donc ça, on voit que c'est une tendance que Ford veut mettre de l'avant. Ils l'offrent déjà dans leur Ford F-150 hybride. Donc, ils vont l'embarquer dans leur gamme de commercial. Donc ça, je pense que ça va répondre à un certain besoin. Le deuxième manufacturier, on parle de Mercedes-Benz qui ont annoncé en décembre que le e-Sprinter, qui est actuellement disponible en Europe depuis plus de 2 ans, donc le Sprinter qu'on croise beaucoup sur nos routes, qui est très populaire, c'est un véhicule de livraison ou atelier qui est extrêmement populaire. Moi, j'en croise souvent. Donc, pour la version électrique, Mercedes va proposer 3 tailles de batterie disponibles selon la longueur de l'empattement qu'on va le prendre. Donc, il va y avoir plusieurs gammes ou versions qu'on va pouvoir jouer. Et eux, ils annoncent jusqu'à 200 km d'autonomie. Donc, on peut commencer à penser que des compagnies qui doivent avoir un rayon d'action, soit de livraison ou de clientèle, dans un rayon pas mal plus élargi, vont pouvoir commencer à envisager électrifier leurs camions ou leur flotte de camions. Donc, tout ce qui va nous manquer à ce moment-là, c'est vraiment ce que je parlais tantôt. Donc, les gens qui prennent des plateformes 450 qu'on doit encore aujourd'hui convertir. Donc là, si on est capable d'arriver avec des produits qui sont faits à la base, là, de même pour être électrifiés, ce qui est entre ce que je viens de vous parler et ce que, par exemple, une compagnie comme Lyon offre, là, je pense qu'on serait capable de venir combler le vide là, puis répondre complètement à la demande du marché. Donc, j'espère que ma chronique vous a plu. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. EV Born, à la maison, en condo. EV Born, vos subventions. EV Born, branché au travail. Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie? Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Born est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653, 418-866-0653 ou le www.evborn.com. EV Born, la passion à votre service. Avec la popularité grandissante des voitures électriques vient tout un écosystème qui vient supporter le tout. Les infrastructures de recharge, les commerces qui vendent des voitures ou de l'équipement pour les voitures électriques, mais également des entreprises qui offrent des services. Et aujourd'hui, on a la très grande chance d'avoir avec nous Marie-Ève Michel et Louise Lévesque de Je m'aborne. Bonjour, mesdames. Bonjour, Martin. Salut, Martin. Donc, on va expliquer un peu ce qu'est Je m'aborne, mais simplement dire d'entrée de jeu que Marie-Ève, toi, tu es directrice des ventes et du développement des affaires, et Louise, tu es directrice des communications de Je m'aborne. On va commencer avec Louise. Louise, qu'est-ce que c'est Je m'aborne?
En fait, Je m'abonne, c'est tout simplement un abonnement annuel qui donne accès à un service de soutien technique 24h/7 en cas de défectuosité ou de panne au niveau de votre borne de recharge. Alors, vous avez un problème de recharge, vous avez accès en tout temps à quelqu'un qui peut vous aider à diagnostiquer le problème, à trouver une solution ou si le besoin finit par être ça, d'envoyer quelqu'un dans les 48 heures suivant l'appel pour réparer ou remplacer la borne de recharge pour rétablir le service le plus vite possible. Parce qu'on le sait, c'est un service essentiel. Quand on parle de borne, effectivement, c'est assez essentiel, hein, être capable de se recharger. Quand tu dis un problème avec notre borne, on parle bien d'une borne résidentielle, on ne parle pas d'une borne publique, là, que ce soit Flo, Petro-Canada, le circuit électrique. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'une borne qui nous appartient ou qui appartient là, à l'édifice où on demeure, mais pas une borne publique. Je vais faire une nuance, c'est qu'en fait, oui, il s'agit de bornes résidentielles. On a 3 forfaits différents. On a les particuliers, on a pour les multilogements copropriété, donc bien sûr, c'est l'édifice où on habite, mais il y a aussi un abonnement pour les entreprises et les institutions. Ça peut être des bornes pour une flotte, ça peut être des bornes aussi pour la clientèle d'un commerce, par exemple. Alors, le service est disponible pour ce type de contexte de recharge également. OK, mais le sens de ma question, c'est si j'arrête à une borne de recharge rapide, par exemple, j'essaie de faire le plein puis ça ne fonctionne pas. Si je t'abonne à Je m'abonne, est-ce que je peux vous appeler? Ou à ce moment-là, je suis mieux d'appeler? Oui, on ne pourra pas réparer la borne, là, mais si vous êtes abonné, on va tout faire pour vous donner un coup de main, pour vous aider à trouver c'est quoi le problème. Est-ce que c'est le véhicule? Est-ce que c'est la borne? Oui, effectivement, si vous êtes abonné au service, ça sera, on sera votre service grand blanc pour vous aider là, dans la situation. Excellent. Marie-Ève, on a parlé là, de trois types de clientèle. Commençons par les particuliers. Donc, si je suis un nouvel adepte de la voiture électrique, j'achète ma voiture, je me fais installer une borne à la maison, votre service commence où? Est-ce que vous pouvez me guider même en amont pour la sélection et l'installation de la borne ou votre service commence uniquement une fois la borne installée sur ma résidence? Effectivement, le service va débuter lorsque le choix de la borne est fait et installé. Donc, là où on commence à avoir des questions, besoin d'une assistance technique. Donc, d'où le service 24 heures, 7 jours. Donc, si la borne amène à différentes questions, par exemple, elle clignote ou le véhicule ne se met pas en mode recharge, puis vous vous questionnez, mais à ce moment-là, on est là pour vous supporter, puis diagnostiquer le problème. Puis dans le cas que la borne, on n'est pas en mesure on se rend compte que le problème, il n'est pas au niveau de la borne d'une programmation pour une borne intelligente, puis il faut envoyer un électricien sur place ou un technicien. Bien, c'est là que notre équipe d'électriciens spécialisés pour les bornes de recharge entre en ligne de compte et on l'envoie sur place. OK. Donc, avec l'abonnement, ce que je comprends, c'est que vous faites un support au téléphone pour aider là, à trouver le problème et espérons-le, là, faire une manipulation qui va résoudre le problème sans aucune autre intervention. Mais si on en arrive à la conclusion que ça prend vraiment un électricien sur place, comment ça fonctionne? C'est vous qui sélectionnez l'électricien et qui l'envoyez ou comment ça fonctionne rendu là? Qu'est-ce que le particulier qui s'est abonné a à faire pour avoir la visite de l'électricien chez lui? Donc, comme on vient de le mentionner, suite au diagnostic d'un agent au téléphone, on va faire appel à un partenaire de chez Je m'abonne, qui est des entrepreneurs électriciens qui ont été sélectionnés, qu'on a partout dans la province de Québec et dans un délai de 48 heures avec une plage horaire qui va convenir aussi le plus possible à l'abonné. On va s'entendre sur un horaire de disponibilité pour aller réparer la borne. Et dans le cas où on n'est pas en mesure de réparer sur place, on va tout simplement remplacer la borne. OK. Et là, les coûts de service de l'électricien, tout ça, sont aux frais de la personne qui est abonnée à votre service? Comment ça fonctionne?
C'est là où ça devient très intéressant pour un particulier, c'est qu'un électricien, on sait jamais comment ça peut nous coûter. Donc, il n'y a aucun frais électricien qui va être remis à notre abonné. Ça fait partie de l'abonnement que d'avoir droit à ce service-là. Donc, la facture de l'électricien, c'est le service qui va la recevoir et non le client. D'accord. Maintenant, Louise, si je ne demeure pas sur une résidence unifamiliale, mais que je demeure, par exemple, en multilogement ou en condo, en copropriété, en quoi votre service là, peut m'offrir quelque chose de particulier dans ce contexte-là? Puis, je vais répondre, mais je pourrais inviter Marie-Ève à compléter là, si nécessaire. Elle a peut-être un peu plus d'expérience de terrain à ce niveau-là. Mais, exemple, il y a des bornes de recharge qui ont été installées par le syndicat dans la copropriété ou par le propriétaire de l'immeuble. Ce propriétaire ou le syndicat se libère un peu là, du suivi au niveau de l'entretien, du dépannage, comment ça fonctionne, la recharge. Donc, en tant que résident ou copropriétaire, ben, j'ai accès 24 heures sur 24 à du soutien technique. La borne ne marche pas, je n'arrive pas à déconnecter le pistolet de la voiture. On le sait, hein, il y a toutes sortes de petites affaires des fois qui peuvent arriver. Ben, il y a quelqu'un au bout du fil en tout temps qui va pouvoir aider. Et à ce moment-là, les pannes de bornes sont rapidement signalées et réglées. Donc, le gestionnaire du service de recharge pour ce contexte-là, lui, s'assure de maintenir le service de façon continue et ça garantit la satisfaction des usagers là, du service de recharge là, dans ce contexte-là. OK. Je pose la question, là, je ne suis pas certain que vous allez jusque-là, mais juste pour savoir, et si la problématique n'est pas une problématique technique, mais une problématique, par exemple, en lien avec l'utilisation dans un contexte de copropriété, qu'il y a un désaccord, par exemple, entre l'assemblée des propriétaires, par exemple, et un utilisateur, allez-vous jusqu'à la résolution de conflits de ce type-là ou vous vous limitez uniquement à l'aspect technique? Si je comprends bien la question, en fait, ce que je comprends, c'est que un utilisateur pourrait remettre le blâme, par exemple, sur quelqu'un d'autre au niveau de la réparation. Est-ce que tu peux préciser un petit peu? Ben, en fait, je te donne un cas de figure. Par exemple, il y a des bornes qui sont installées dans un condo, qui ont été installées, puis il y a des gens, par exemple, qui vont contester, prétextant, par exemple, que l'installation est faite sur les circuits électriques communs et non pas les circuits électriques propres à chaque unité de logement. Ça arrive, là, il y a les deux parfois là, dans des condos. S'il y a une contestation à ce niveau-là, est-ce que vous offrez un support ou votre support est réservé aux aspects techniques entourant la borne, donc son bon fonctionnement? Bien, la réponse courte, c'est de vous dire que ça va être directement auprès du service technique. Parce qu'avant d'en arriver là pour une conclusion, par expérience, lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au niveau des copropriétés, des gestionnaires pour l'installation de bornes, souvent il va y avoir des résolutions puis il va y avoir des lettres d'autorisation au niveau des soumissions ou des entrepreneurs électriciens qui ont fait des propositions d'installation. Donc, à ce moment-là, ça va relever, la décision va être prise avant. Donc, si jamais il y avait une contestation, je dois mentionner que c'est quelque chose qui va avoir été fait avant que je m'abonne en ligne de compte. Et maintenant, si on migre vers on a particulier dans sa maison, une résidence, par exemple, unifamiliale, on vient de parler de multilogement. Si on parle des entreprises maintenant, quels sont les services particuliers que vous pourriez offrir à une entreprise qui a des bornes de recharge et qui est abonnée à votre service? Ça comprend quoi? Au niveau du contexte en entreprise, ça va comprendre à peu près les mêmes services qu'on réserve aux multilogements et aux particuliers. Mais là où c'est très intéressant pour eux, si on met en contexte, par exemple, un service hôtelier ou en restauration, ou dans le cadre du programme Branché au travail, par exemple, souvent, si on a un utilisateur qui a besoin d'un support technique, puis qui se retrouve devant la borne, il y a l'interrogation. Au lieu de se déplacer à l'intérieur de déranger ou quelqu'un qui n'a pas la formation requise ou qui ne roule tout simplement pas électrique parce que... Et c'est très fréquent. Et c'est très fréquent.
Exact. Donc, au lieu de se faire répondre, je m'excuse, je vais vulgariser, mais de se faire dire à peu près n'importe quoi, puis d'appuyer à gauche, à droite sur au niveau des applications, par exemple. Mais à ce moment-là, c'est là qu'on rentre en ligne de compte, puis par exemple, la personne à l'accueil va tout simplement remettre le numéro de téléphone pour qu'on puisse apporter une assistance directement à l'utilisateur s'il n'a pas vu les affiches près de la borne ou à l'entrée du commerce pour communiquer avec nous. Donc, ça, c'est un des principaux éléments. Puis aussi, au niveau de la gestion des appels de service, on sait que les gestionnaires sont occupés à autre chose que gérer des bornes de recharge, parce que ce qu'on veut, c'est d'offrir un service de recharge à nos clients, par exemple. À ce moment-là, si jamais on doit déployer un électricien, bien, tout se fait en clé en main avec le service Je m'aborde. Donc, il n'y a pas de gérance à faire au niveau de quel électricien appeler, celui qui l'a installé, celui qui fait sa maintenance habituelle, etc. Donc, on s'en occupe. OK. Je veux juste démêler quelque chose, puis vous allez m'aider là, à bien comprendre. Si je suis un restaurateur, que j'installe 2 ou 3 bornes, par exemple, pour ma clientèle, et que je m'abonne à votre service, je m'achète un peu de tranquillité d'esprit dans le sens où s'il y a des problèmes avec les bornes que j'ai installées pour mes clients, vous allez être là pour m'aider. Maintenant, si je suis monsieur, madame, tout le monde, qui vient de m'acheter une auto électrique, je m'installe une borne à la maison, puis je m'abonne avec vous autres pour avoir un support par rapport à ma borne. Si moi, je vais manger dans le restaurant en question, puis j'ai de la misère à utiliser la borne du restaurant, est-ce que mon abonnement à la maison va m'aider, va me permettre de vous appeler pour que vous m'aidiez sur une borne ailleurs que chez moi, par exemple, dans ce restaurant-là? Oui, mais ça revient à ce que Louise a mentionné dès le départ, qu'on va apporter un soutien technique quand on parle de bornes publiques. On parle de bornes, puis tu sais, il y a les bornes publiques qu'on connaît, par exemple, du circuit électrique, mais il y a les bornes publiques qu'on va retrouver en entreprise privée. Donc, oui, si on a un abonnement, ben à ce moment-là, on communique avec le service d'assistance technique, puis on va accompagner pour l'utilisation de la borne de recharge devant laquelle on souhaite s'utiliser. Bon, ben ça répond bien aux questions. Ça m'amène peut-être à poser une autre question. Je vais la poser à Louis, celle-là. Il arrive souvent, par exemple, qu'on peut avoir une problématique à une borne et que la problématique ne provient pas de la borne elle-même, elle provient du véhicule. Par exemple, il y a des véhicules qui peuvent avoir un problème technique au niveau du port de recharge qui fait que la borne ne veut pas charger. Il peut arriver qu'une borne reste prise sur un véhicule puis que la solution, c'est une intervention sur le véhicule. Il y a des manœuvres là, avec le véhicule pour libérer. Est-ce que les personnes qui répondent au téléphone de votre service connaissent l'ensemble des véhicules électriques et tous ces petits trucs-là pour libérer les pistolets ou vérifier si c'est le véhicule ou non, pour être capable de bien cerner si le problème est du côté de la borne ou du côté du véhicule? Oui, ça fait partie du service de diagnostic. On a, c'est l'expérience de Marie-Ève et de moi là-dessus, on a répertorié, puis on va continuer à les répertorier, l'ensemble de pistes, de tests. Des fois, ça va être, bon, j'arrive pas à déconnecter le pistolet. Bon, ben, des fois, il faut débarrer la voiture. T'sais. Donc, il y a toute une série de questions ou de validations qui font partie du guide de diagnostic, si on veut, qui vont amener le téléphoniste et le client à faire le tour de toutes les questions concernant la borne, mais aussi concernant la voiture. Donc, la personne va se faire demander quelle est la voiture que vous avez, quelle marque, quel modèle, et puis il y a les petits, comment je dirais, les petites préférences de chacune des voitures sont connues de nos intervenants. Marie-Ève, j'ai une petite question pour toi. Si je suis un particulier, par exemple, et que j'ai fait installer ma borne, évidemment, on sait qu'un appareil neuf, une borne, il y a une garantie là-dessus. Et puis, ça ne marche pas. Là, ça fait 3 mois que je l'ai, ça allait bien. Puis là, ça ne marche plus. Vous venez, vous inspectez, la borne est brisée. Qui s'occupe du changement sur garantie? Est-ce que, étant donné que c'est moi qui l'ai acheté par moi-même, est-ce que c'est moi qui dois faire la démarche ou c'est vous qui vous occupez avec le manufacturier de faire le remplacement sur garantie? Bien, bonne nouvelle. On s'occupe encore de ça. Donc, on prend tout en charge de ce côté-là. Donc, c'est nous qui allons s'occuper de la réparation auprès du manufacturier pour la borne. Puis aussi, tu sais, ce qu'on parle de ce qui est sur garantie est une chose, mais ça va arriver, par exemple, qu'un câble qui va être enroulé trop serré, puis il va être tordu au niveau du connecteur, par exemple, qui va endommager la borne. Ça, ce n'est pas
couvert, par exemple, sur la garantie. Donc, nous, c'est là qu'on rentre en ligne de compte au niveau du bris, par exemple, pour un câble ou un connecteur, un pistolet qui peut être brisé aussi, endommagé. On a roulé dessus par mégarde. Mauvais malheur, là, mais ça peut arriver. J'ai entendu des histoires. Si tu me permets, Martin, j'ai même vu l'automne passé, il y a eu une tempête automnale, beaucoup de vent. Et puis, il y avait un électromobiliste qui avait installé son câble de recharge accroché à l'intérieur de son abri Tempo. Donc, puis je te vois venir. L'abri a parti au vent, puis pas juste l'abri. La borne a complètement arraché. Du connecteur et du mur de la maison. Il ne restait que les vis accrochées après la maison. Donc, évidemment qu'un manufacturier ne se rendra pas jusque-là auprès du service. Donc, on est là aussi pour des problèmes dans ce type-là. Excellent. Maintenant, j'ai une petite question pour Louise en terminant. Bonne nouvelle, vous venez tout juste d'annoncer quelque chose d'intéressant pour les membres de l'Association des véhicules électriques du Québec qui voudraient qui voudraient s'abonner à votre service. Donc, parle-moi-en un peu. Là. C'est quoi cette annonce-là? Eh bien oui, on est devenu partenaire de l'Association de véhicules électriques du Québec. On offre aux membres hors de l'association un rabais de 10 $ sur l'abonnement Je m'abonne pour particuliers. Alors, c'est tout nouveau, c'est tout frais. On est super content d'appuyer cette organisation. Et puis voilà, pour l'instant, la proposition porte sur l'abonnement pour particuliers, mais on vous met la puce à l'oreille si vous êtes membre hors, mais que vous êtes aussi en entreprise ou en copropriété, multilogement, lâchez-nous un petit coup de fil puis on va voir ce qu'on peut faire. Ben justement, les gens qui veulent vous rejoindre, le site web pour aller chercher toute l'information et vous rejoindre, c'est jemaborne.com, donc jemaborne.com. Le lien va être mis dans les références du podcast, donc ceux qui reçoivent le podcast par abonnement, vous pouvez juste cliquer dessus pour y accéder. Ben écoutez, mesdames, donc Marie-Ève Michel, qui est directrice des ventes et du développement des affaires, et Louise Lévesque, directrice des communications pour Je m'abonne. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci de l'accueil. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Chronique Innover avec Philippe Calvé. On entend beaucoup parler des véhicules autonomes depuis déjà quelques années. On voit souvent cette technologie comme une fonction de luxe, un moyen d'arriver à destination plus reposée, d'améliorer la sécurité par différents systèmes d'aide à la conduite ou encore d'optimiser notre temps personnel afin de pouvoir faire autre chose lors de nos déplacements. Il me semble que cette nouvelle avancée pourrait toutefois avoir un impact plus large sur l'industrie du transport, le besoin de posséder un véhicule et ultimement l'environnement et les coûts. Pour commencer, regardons ensemble quelques définitions. La notion de voiture autonome peut aussi bien définir un véhicule semi-autonome, disposant de différents systèmes d'aide à la conduite, comme le maintien de voie ou encore le freinage automatique d'urgence, ou sinon, à l'autre extrême, totalement autonome sans conducteur.
Il existe en effet une identification des niveaux d'autonomie. Par exemple, la fonctionnalité de conduite automatique de Tesla, appelée Autopilot, semble se situer au niveau 3, soit un système de conduite qui contrôle tous les aspects dynamiques, mais qui s'attend à ce que le conducteur puisse réagir de manière appropriée lorsqu'il lui est demandé d'intervenir. Les niveaux supérieurs, donc ceux qui nous intéressent plus particulièrement, sont les niveaux 4 et 5, où tous les aspects de la conduite dynamique sont sous le contrôle du système de conduite automatisé. La différence entre le niveau 4 et 5 se situe au niveau de la présence ou non du conducteur et d'une possible intervention. La majorité des analystes ne prévoient pas de véhicules grand public de niveau 4 avant 2024-2025. Quant au niveau 5, ils parlent plutôt de 2030. Certaines voitures de niveau 5 sont en test actuellement, telles que les prototypes de Waymo et Cruise, mais aucune d'elles n'est disponible pour un usage grand public car elle utilise majoritairement des capteurs dispendieux tels des lidars de haute définition à grande portée. Le logiciel de conduite a également besoin de continuer son évolution. Tesla, de son côté, a pris une approche différente, soit celle d'utiliser plusieurs capteurs redondants qui sont relativement peu dispendieux, caméras, sonars et radars, et de coupler avec une électronique spécialisée pour l'intelligence artificielle à réseau neuronal. La quantité titanesque des données recueillies quotidiennement par les véhicules, et ce depuis plusieurs années, sert à entraîner le système. Tesla annonce que l'option Full Self-Driving, conduite entièrement autonome, de niveau 5, devrait être disponible d'ici la fin 2021. Ça reste encore à être prouvé, même s'il semble être en avance sur les autres constructeurs. Pour bien apprécier cette technologie, il faut probablement la regarder dans une perspective plus large que pour son utilisation personnelle. Dans beaucoup de cas, un véhicule de promenade passe près de 80% de son temps stationné. Durant ce temps, il perd pratiquement autant de valeur à l'arrêt que par le kilométrage parcouru. Ce qui est encore plus vrai dans le cas des véhicules électriques, car plus il est utilisé, plus il se rentabilise rapidement. Pensez-y quelques instants. Si vous pouviez obtenir rapidement un transport qui répond à vos besoins, peu importe le type de véhicule, voiture, camion, camionnette ou même une décapotable, avez-vous toujours besoin de votre propre véhicule stationné dans votre entrée de cour, et ce, même s'il est électrique? Est-ce que cette haute disponibilité en vaut la chandelle compte tenu qu'environ 20% des dépenses des ménages, après impôts, sont consacrées au transport, ce qui en fait le deuxième poste budgétaire en importance après le logement, mais avant l'alimentation? Je pense que ça mérite minimalement d'être réfléchi. On pourrait donc imaginer, à des endroits où il n'y a présentement pas de transport en commun, un nouveau service où des véhicules autonomes pourraient faire le transport à la demande pour un prix raisonnable. Ce service pourrait aussi être optimisé pour plusieurs usagers ayant un trajet similaire en fonction de certaines contraintes. Le fait de ne pas avoir de conducteur disponible à toute heure du jour ou de la nuit rendrait cela possible. Encore une fois, Tesla envisage de mettre en commun les véhicules de ses clients sous forme de flotte de robotaxis, les rendant disponibles à la population selon les contraintes de chaque propriétaire. On comprend donc que pour un même besoin de transport, il serait théoriquement possible de maintenir la même flexibilité en optimisant les ressources, tout en diminuant d'autant le nombre de véhicules nécessaires sur la route. L'impact environnemental total nécessaire pour combler ce besoin de transport s'en trouve d'autant restreint. On pourrait aussi voir dans les prochaines années apparaître des flottes de transport de marchandises, où la conduite est autonome, menant l'intervention humaine à des actions plus spécialisées de techniciens, dispersés sur le territoire, nécessaires lors du chargement, déchargement de la cargaison, les arrêts pour la recharge du véhicule, ou en cas de bris mécanique. Encore une fois, le véhicule pourrait rouler pratiquement constamment, optimisant par le fait même les investissements et le temps passé au déplacement. En contrepartie, comme pour l'automatisation industrielle et plus largement l'intelligence artificielle, je suis bien conscient que des perturbations seront engendrées par cette technologie dans l'industrie du transport et les différents corps de métier liés de près ou de loin à l'automobile. Il est possible que cela risque d'empêcher certaines personnes de poursuivre leurs activités une fois que la technologie sera mature et implantée. Il restera également de nombreuses questions légales, éthiques et juridiques encore non résolues à ce jour. Même si je crois que cela apportera plus d'avantages que d'inconvénients, nous devrons, comme société, nous assurer de bien accompagner ce changement, et ce, pour toutes les parties impliquées. Ce n'est que par cette pleine conscience des impacts que nous pourrons réellement en retirer les bénéfices complets. J'espère que ce sujet vous a plu et au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique Innover.
Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Est-il dommageable de se limiter à l'utilisation d'une prise de courant 120 volts normale pour charger notre voiture, donc de ne pas acheter de borne de recharge à la maison? Sachez que ça fonctionne, mais c'est très long. Une borne de recharge que vous installez à la maison vous permet d'avoir quelque chose comme 6-7 kW d'énergie, alors qu'une prise de courant normale va vous maintenir avec une puissance maximale de 1,2 kW. Très, très long pour charger une voiture au complet. Vous risquez, surtout l'hiver, de partir le matin avec une voiture qui n'aura pas eu le temps de se charger. Également, sur certains modèles de voitures, le balancement des cellules de la batterie se fait une fois que la batterie est complètement chargée sur le 240 volts. Donc, utiliser uniquement le 120 volts de la prise de courant pourrait empêcher le véhicule d'effectuer le balancement des cellules, ce qui, à long terme, n'est pas très bon pour la santé de votre batterie. Mieux vaut vous procurer une borne de recharge, surtout qu'elle est subventionnée. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la pandémie, les activités de l'AVEC sont essentiellement en mode virtuel. Notez le kiosque virtuel AVEC jeudi le 15 avril à 19h30. Les inscriptions se font sur notre site web dans la section calendrier. Le 20 avril, le mardi 20 avril, 19h, la conférence La voiture électrique, est-ce pour vous? Conférence virtuelle donnée par Simon-Pierre Rioux, une présentation de la FADOC. Mercredi, le 28 avril, à 19h, la voiture électrique, est-ce pour vous? Toujours Simon-Pierre Rioux qui donne cette conférence virtuelle qui est une présentation de la bibliothèque de Brossard. Mercredi, le 19 mai, à 19h30, un autre kiosque virtuel avec, où vous aurez des réponses à vos questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. Encore une fois, organisé par Roulon Électrique et l'inscription peut se faire sur le site de Roulon Électrique ou dans la section calendrier du site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence son rôle remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Philippe Calvé, Louise Lévesque et Marie-Ève Michel. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@silenceonroule.com. Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.